Guillaume Pelletier, vice-président des Républicains, député du Loir-et-Cher, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Guillaume Pelletier, on va essayer d'innover, tiens. Je vais vous surprendre. Quel est le sujet que vous avez envie d'aborder en premier? Quel est le sujet d'actualité qui s'impose selon vous ce matin? Pour moi, ce que j'entends en permanence, c'est la question de la hausse des salaires et donc, entre autres, des allocations chômage, par exemple. Voilà. C'est-à-dire, en France... La réforme de l'assurance chômage. En France, il n'y a plus d'écart suffisant entre celui qui ne travaille pas et celui qui travaille. Et tout le monde est perdant. Celui qui ne travaille pas parce qu'il n'est pas incité à aller travailler, celui qui travaille parce qu'il est désespéré d'aller travailler, les chefs d'entreprise et les artisans qui n'arrivent pas à recruter. Et moi, je pense qu'il faut... Alors, est-ce qu'il faut durcir, je vous pose la question, les conditions d'accès aux indemnités chômage? Oui. Alors, mais de manière équilibrée et juste. Pour moi, c'est une réforme en 3 temps. Tout d'abord, vous savez l'histoire des CDD, CDI, contrats d'intérim. Je trouve qu'on n'y croit plus rien. Moi, je plaide pour un contrat unique à droit progressif. On est au 21e siècle, chacun aurait le même contrat et nous sommes protégés à fur et à mesure du temps qui passe. Si vous restez 3 mois, 10 ans, vous êtes protégés. Un contrat unique à droit progressif, premièrement. Deuxièmement, sur les allocations chômage, nous sommes un pays qui connaît un taux de chômage considérable et pourtant qui indemnise parmi, le mieux. En Europe. 6 000 euros, jusqu'à 6 000 euros. 2 à 3 fois plus que la moyenne européenne et 24 mois. Moi, je plaide pour une allocation chômage maximale 12 mois, dégressive au bout de 6 mois, parce qu'on sait que c'était aussi... 12 mois oui. Et dégressive au bout de 6 mois. Parce que on sait très bien... Non mais attendez, j'ai pas fini, ça c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, qui est sans doute pour moi la plus juste et la plus indispensable, c'est ma hausse générale des salaires, liée à la baisse des dépenses publiques et à la baisse des cotisations qui pèsent sur les entreprises. Tant que nous n'augmenterons pas les salaires dans notre pays, tant que nous ne recréerons pas un écart fondamental entre les revenus de l'assistance et les revenus du travail, la France économiquement sera à l'arrêt. Regardons la réforme de l'assurance chômage, même si je suis réticent toujours à commenter ou analyser une réforme qu'on ne connaît pas. Je suis bien d'accord. Vous êtes bien d'accord. Les hommes politiques font ça sans cesse. Trop souvent. Et moi j'essaie... Sans cesse. Oui, mais vous avez vu que j'essaye toujours d'être subtil. C'est-à-dire que ce qu'annonce le gouvernement, même si on ne le connaît pas, me semble plutôt intéressant là-dessus. Ça vous paraît plutôt intéressant, parce qu'il y aura un durcissement... Mais insuffisant. Bon, alors justement, il y aura un durcissement des conditions d'accès. Ça, c'est ce qui est dit. Pour l'instant, le gouvernement le cache un peu, mais j'attends la réforme aujourd'hui. On est bien d'accord. On va le découvrir probablement. Bien, l'idée pour le gouvernement, c'est de faire en sorte que le travail paye toujours plus que l'inactivité. C'est votre idée aussi. Là, vous partagez. Ils font l'inverse, mais... Ils le disent, tant mieux. Dégressivité sur l'indemnisation pour les salariés qui perçoivent les salaires les plus élevés. D'ailleurs, les cadres, c'est ce que vous proposez. 6 000 euros, c'est trop. Le gouvernement parle. Hier matin, j'avais Aurore Berger qui parlait de 5 000 euros maximum. Ça vous paraît bien? Mais vous vous rendez compte, en Belgique, en Allemagne, en Italie, les plafonds oscillent entre 2 500, 3 000. Alors, je parle même pas des Anglais. Je crois que c'est 350 ou 400 euros, ce qui est pour le coup extrêmement faible. Mais en France... Il faut qu'on revienne sur Terre. L'assistance, la solidarité, la fraternité, c'est indispensable. Vous, moi, n'importe qui, on peut tomber, on est tombé, ou on tombera un jour. On peut connaître un moment difficile, un accident de la vie. Et c'est donc... Moi, ça m'est arrivé, vous aussi. Et moi aussi. Et c'est très important, c'est l'honneur de la France de pouvoir protéger. Mais à la condition, c'est ça qui fonde mon engagement à droite, c'est que on n'est qu'un seul objectif, c'est de nous redonner un jour notre autonomie, notre indépendance, l'esprit de responsabilité. Je pense que la grande différence entre les hommes politiques, c'est ceux qui considèrent, puisque vous avez un moment difficile, puisque vous êtes modeste, puisque vous êtes pauvre, vous le resterez toute votre vie, et la puissance publique viendra vous aider. Moi, je considère qu'on doit être là dans les moments difficiles, à la condition de redonner à chacun une place autonome un jour dans la société. Le bonus-malus appliqué dans certains secteurs économiques, secteurs d'activité, vous y êtes favorable ou pas? Là encore, oui, parce que j'aime pas m'opposer par principe. Et effectivement, il y a trop de recours au CDD dans certains secteurs. Au contrat court. Mais, comme je vous l'ai dit en introduction, moi je veux qu'on aille beaucoup plus loin parce que j'ai l'impression que ce gouvernement, comme tant d'autres d'ailleurs, traite marginalement des conséquences sans s'attaquer aux causes. Quelle est la cause de ces problèmes? C'est qu'il y a une multitude de contrats. Et donc, plus personne n'y comprend rien. Je souhaite, moi, un contrat unique. Imaginez pour les Français, ce serait tellement plus simple. Alors, Guillaume Pelletier, très bien. Vous dites au gouvernement, bon, vous pouvez faire mieux. Mais est-ce que vous allez voter ce texte? Alors, comme vous l'avez dit, ce serait un manque d'humilité et d'une prétention insupportable de dire ce matin définitivement oui ou non, puisque nous n'en connaissons pas les tenants et les aboutissants. Si ce texte correspond à ce que vous savez, est-ce que
Puisque vous dites qu'il va un peu dans le bon sens, est-ce que vous irez le voter? Si ce texte dit « nous allons avoir recours à un peu moins de CDD, à un peu plus de contrats longs et aider les entreprises qui créent de l'emploi », oui, évidemment. Si à l'inverse, c'est une réforme de rustine, de contournement, vous êtes extraordinaire, mais non, mais je peux pas être plus clair. Vous me dites, vous venez de me dire il y a quelques minutes que finalement ce texte était insuffisant, mais qu'il allait dans la bonne direction. C'est ce que vous m'avez dit. Exactement. Donc quand un texte va dans la bonne direction, on fait quoi? On le vote ou pas? Je viens de vous le dire. S'il va dans la bonne direction et que tous les éléments donnés aujourd'hui le confirment, je le voterai. Pour l'instant, vous êtes d'accord, il va dans la bonne direction. Est-ce que vous savez, Jean-Jacques Bourdin, je vais vous donner un chiffre. Est-ce qu'il va dans la bonne direction? Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit. Bon, est-ce que vous savez, non mais attendez, c'est très important. allez-y. Savez-vous que les Républicains, Oui. qu'on présente parfois comme un seul parti d'opposition, ont voté 41% des textes du gouvernement. Ça suffit de dire que la majorité serait une majorité ouverte, elle qui refuse systématiquement les propositions des Républicains, les amendements des Républicains à l'Assemblée nationale, et de nous présenter comme une opposition sectaire. Nous sommes une opposition d'intérêt général. Nous avons beaucoup d'efforts à faire pour redevenir un grand parti de proposition. C'est d'ailleurs le sens du temps qui vient. Mais cessons de nous présenter comme considérable. Oui. La défaite fut lourde. Oui. Elle fut d'ailleurs sans doute méritée, tant nous avons insuffisamment travaillé ces dernières années, mais redevenons un grand parti de proposition, mais cessons de nous présenter comme une opposition caricaturale. Donc vous pourriez voter ce texte? Tout à fait. Bon, Guillaume Pelletier, puisque vous parlez des Républicains, parlons-en. Est-ce que vous serez candidat à la présidence des Républicains? Là encore, réponse de franchise, je le dis depuis une quinzaine de jours. Il y a 3 candidatures potentielles, vous le savez. Bruno Retailleau, Christian Jacob et moi. Est-ce que vous croyez Bruno Retailleau pourrait annoncer qu'il ne sera pas candidat? Je ne sais pas, je ne suis pas Bruno Retailleau, je ne suis pas son porte-parole. Vous avez des informations? Non, mais nous sommes en contact régulier, nous nous parlons, mais je ne connais pas sa décision. Attendez, je finis juste. Allez-y. Il y a 3 candidatures potentielles. Nous discutons les uns avec les autres et nous devons réfléchir à la meilleure articulation autour de 2 idées. Il faut une équipe et une alchimie qui permettent de rassembler et de garantir l'unité en ces temps difficiles. 2, et c'est aussi important, un électrochoc, parce que les défaites de 2017 et de 2019 sont si lourdes qu'elles commandent de l'humilité, du sang-froid, un esprit collectif, mais une révolution. Moi, j'appelle la droite française à une révolution idéologique et intellectuelle. La seule question qui vaille, Jean-Jacques Bourdin, c'est pas Retailleau, Jacob et Pelletier. Ça n'intéresse personne à l'heure où nous parlons. Ce qui intéresse les Français, qu'est-ce que la droite a à dire à nos compatriotes? Qu'est-ce que la droite incarne et doit proposer? C'est tellement flou depuis si longtemps que nous avons été progressivement écartés par nos compatriotes. Vous voyez, mais c'est flou parce que vous êtes tiraillé entre d'un côté la République En Marche et de l'autre le Rassemblement National. Je propose que la droite redevienne un grand mouvement populaire clair. Nous ne sommes pas du côté de M. Macron, nous ne sommes pas du côté de Mme Le Pen, nous devons nous adresser aux 75% de Français qui ne veulent ni de M. Macron, ni de Mme Le Pen, et qui attendent une 3e voie. Cette 3e voie, c'est une droite populaire, forte, juste, sociale et moderne. Alors, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, pour qui voteriez-vous aujourd'hui? Ah, mais c'est pas du tout... Moi, je vous pose la question. Ah non, mais moi je veux pas du tout de ça. Donc, nini. Vous êtes toujours dans le nini. Mais Jean-Jacques Bourdin... Je vous pose toujours dans le nini. Je ne veux vous mettez plus... dos à dos. Est-ce que vous mettez dos à dos? Je vous pose franchement la question. Emmanuel Macron et Marine Le Pen, oui ou non? Jean-Jacques Bourdin, je refuse de laisser les Français et moi être contraints de choisir entre M. Macron et Mme Le Pen. Nous avons été très clairs en 2017, notre parti, en disant... Vous avez voté Emmanuel Macron? Oui, bien sûr, en disant que nous refusions l'extrême droite. Notre discours était clair. Pour autant, la politique de M. Macron, qui est une politique d'injustice, d'inégalité, régalienne, territoriale, sociale, fiscale... Libérale? Bien sûr, beaucoup... Trop libérale à vos yeux? Mais c'est le président des gens qui vont très bien. Des grands gagnants de la mondialisation. Tous ces gens sont respectables. Mais il y a au milieu, les milieux de cordée, les classes moyennes qui souffrent. Nous devons donc, nous, proposer une 3e voie, une alternative à ce choix mortifère. Cette alternative, elle repose, vous avez raison, sur un discours enfin clair. Moi, je souhaite, premièrement, que la droite redevienne le grand parti du travail, de la récompense du travail, de la hausse des salaires, de tout ce qui permet de récompenser ceux qui font des efforts. Ni M. Macron ni Mme Le Pen n'incarnent cette idée. Deuxièmement, nous devons redevenir le grand parti de l'ordre, de la lutte contre les communautarismes, de la laïcité.
cette valeur que ni M. Macron ni Mme Le Pen n'incarnent. Cette laïcité qui est une valeur de rassemblement et d'unité de la société française. Chacun doit pouvoir vivre et exprimer sa religion comme il l'entend, à la condition de rappeler sans cesse qu'au-dessus des lois religieuses, il existe la loi de la République et que la loi de la République n'est pas négociable. Or, vous savez aujourd'hui que les dirigeants politiques sur ces questions-là font preuve d'une lâcheté et d'un aveuglement sans nom. Quand je pense qu'on continue à débattre sur les questions du communautarisme, du retour des djihadistes, de l'expulsion ou non des étrangers fichés S, de l'internement ou non des Français fichés S, on est d'une lâcheté inouïe sur la question du communautarisme. Bon, mais je vais vous parler d'immigration dans un instant, mais je voudrais vous reposer la question. Bien sûr. Est-ce que vous serez candidat à la présidence des Républicains ? J'y réfléchis, sérieusement. Décision quand ? À la fin du mois de juin, parce que je veux laisser encore une quinzaine. 18, vous savez. Je veux laisser encore une quinzaine de jours dans nos échanges avec Christian Bruno et tous les parlementaires et tous les cadres. Qu'est-ce qui vous fera pencher d'un côté ou de l'autre ? Où nous parvenons à créer une alchimie, une équipe qui garantira les deux conditions que j'évoquais, l'unité et l'électrochoc, ou bien j'irai moi-même. Laurent Wauquiez a choisi, apparemment, hein ? On est d'accord ? Christian Jacob ? Probablement, on dit peut-être. Que Nicolas Sarkozy aurait choisi Christian Jacob ? On dit, vous savez, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'être capable. L'avis de Wauquiez, l'avis de Sarkozy, ça compte pas. Non, mais chacun compte. Mais ça n'est pas ça qui fait pencher la balance de manière définitive. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on est capable de proposer aux Français. Est-ce qu'on se présente pour dire j'ai le soutien de tel ou tel, et d'ailleurs personne ne connaît l'avis définitif ni de Laurent ni de Nicolas Sarkozy. Vous me dites aujourd'hui, je veux refonder la droite, je veux créer. En avril, juste avant les européennes, vous savez ce que vous avez dit ? Nous recréons un désir d'appétit avec François-Xavier Bellamy. Vous étiez tout feu, tout flamme, un désir d'appétit. Vous pensez que les Français avaient tout à coup un appétit pour vous, la droite ? Non, j'ai dit que nous étions en train de redevenir appétissants, c'était ma phrase. Vous étiez appétissant avant l'élection, mais après vous étiez moins appétissant. Mais on est bien d'accord, mais moi je ne suis pas de ceux... Vous savez, les défaites de 2017 ou 2019, elles sont collectives. Je veux bien qu'on accable tel ou tel, ça n'a aucun sens. Quand on veut être responsable, quand on veut être quelqu'un qui rassemble, on commence déjà par fédérer et remettre tout le monde autour de la table. Ça n'est pas la faute de tel ou tel. C'est une défaite collective parce que depuis 10 ans, nous avons insuffisamment travaillé. Ça n'est pas une question de personne, c'est une question d'idées. Je viens de vous le dire. Vous avez noté quand même le travail, la laïcité, l'unité, la lutte contre le communautarisme, la hausse générale des salaires. Ce sont des propositions concrètes. Et les appels de Thierry Mariani ou les appels de Marion Maréchal ou de Robert Ménard qui appellent à un rassemblement entre une droite issue ou en marge du Rassemblement national et les Républicains. Création d'un nouveau mouvement de droite très à droite. Vous voyez, c'est tout. Alors, l'erreur des commentateurs, mais ça, c'est votre responsabilité. Et c'est l'erreur de nous, responsables, hommes politiques ou des journalistes. C'est que arrêtons de nous positionner par rapport à M. Macron et Mme Le Pen. Mais il ne s'agit pas de positionner. Mais ce sont des appels. Mais ils font c'est Thierry Mariani. Mais tant mieux, mais ils ont raison. Ils ont raison. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on a proposé aux Français. Je vous ai parlé là-haut général des salaires. Je vous ai proposé parler de la laïcité. Eh bien, parlez-moi d'immigration. Je vais vous mettre chaque année, débat au Parlement. Vous êtes d'accord ? C'est une bonne idée ? Oui, mais... C'est une idée de Nicolas Sarkozy. Oui, mais je vais... Allez-y. Oui, elle est bien. Bonne idée ou pas ? Oui, mais. Alors, le mais, c'est quoi ? Mais c'est... Vous savez, on peut... ce matin, s'amuser à répondre de manière parcellaire, adresser des bons ou des mauvais points, dire oui, dire non. Moi, ma vision de l'immigration n'est pas celle-ci. Ce n'est pas celle du gouvernement. Vous connaissez le bilan ? Vous connaissez le bilan du gouvernement en matière d'immigration ? 255 000 titres de séjour accordés aux étrangers l'année dernière, le record sous la Ve République. C'est beaucoup trop. Il y a trop d'immigration en France. Attendez, nous n'avons plus les moyens d'intégrer. Tout compris. Qui ont été acceptées. Hein. Non. Il y a vous m'interrogez, soyons précis. 120 000 demandes d'asile chaque année, 90 000 qui sont rejetées. L'année dernière. Les demandes d'asile. Vous me laissez juste finir, pour être précis. 120 000 demandes d'asile, 90 000 rejetées, et sur les 90 000 rejetées, 80 000 qui restent en France parce que la France n'a pas le courage de reconduire à la frontière ceux qui sont déboutés du droit d'asile. Donc je propose... Attendez. La France n'a pas le courage. Vous êtes extraordinaire. Lorsque vous étiez au pouvoir, j'ai regardé les chiffres. Nicolas Sarkozy. Mais je n'étais pas ministre. Non mais d'accord, mais enfin c'est une majorité que vous avez soutenue, que vous souteniez. Mais vous avez toujours soutenu. Qui ne faisait pas mieux. Mais vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il faut que les pays d'origine
de ces immigrés rejetés par les Français à juste raison. Alors, à juste raison. Il faut que les pays d'origine. Vous me permettez les de présenter acceptent. des solutions? Alors allez-y. Je ne suis pas, Alors, et je vais allez-y. être d'une fermeté absolue sur le sujet. Allez-y. Je ne suis pas comptable des erreurs du passé. Je me suis engagé en politique sur mon nom, parce que je considère que les propositions que nous sommes en train d'élaborer sont meilleures que ceux qui ont été présentés par nos aînés. Et qu'il faut donc tout changer. Et que la droite, ici ou là, dans le temps passé, a failli. Bien sûr. Nicolas Et je ne Sarkozy, suis le pas, premier. et je ne suis pas de Si je ceux comprends bien. qui considèrent que la droite a toujours raison et que les autres ont toujours tort. Oui. Vous l'avez vu. Je considère, par contre, qu'il y a une autre politique possible et qu'il est hors de question de laisser à M. Macron et Mme Le Pen le monopole des questions d'immigration, entre un M. Macron qui propose juste de répartir les migrants sur le territoire européen, ce qui n'a aucun sens, ou une Mme Le Pen qui refuse par principe toute immigration. Nous proposons une troisième voie, laquelle? Premièrement, que toutes les demandes d'asile soient étudiées non pas sur le continent européen, mais sur la rive sud de la Méditerranée ou à l'extérieur de l'Union européenne, pour empêcher justement non seulement la présence des Donc mafias en Albanie et des ou en filières, Géorgie, par exemple. Parce en que c'est Algérie, l'immigration la plus en forte Algérie, aujourd'hui, au hein. Maroc, oui. En Albanie, en Géorgie. À l'extérieur, Oui. par des centres créés par l'Union européenne où on étudie votre demande d'asile. Si vous êtes accepté, vous pouvez rentrer. Si vous êtes refusé, vous ne rentrez pas. Premier principe. Deuxième principe, mettre fin à l'immigration sociale qui gangrène le pacte républicain. Je propose donc que toutes les aides sociales soient conditionnées à 3 années de travail et de résidence sur le territoire national. Enfin, et c'est mon originalité, parce qu'aucune loi nationale, aucune loi européenne, Jean-Jacques Bourdin, ne pourra jamais régler la question des migrations. Les rapports de ce matin qui ont été publiés le démontrent encore. Je souhaite que l'Europe et l'Afrique cessent de se faire face à face, mais deviennent côte à côte. 500 millions d'Européens d'un côté, 2,5 milliards d'Africains. Taxe sur les transactions financières. Je propose donc une taxation sur les transactions financières pour financer. Ce que propose Emmanuel Macron. Pour financer. Aussi, hein. Attendez, non, il ne propose pas pour ça. Si, non, c'est ce qu'il va proposer, là. Ah bah, tant mieux s'il le propose, s'il reprend Vous notre allez idée voir dans quelques que j'ai jours. présentée Bon. à votre antenne il y a un an. Oui, je me souviens. Un grand plan Marshall de co-développement avec les pays du Sud, conditionné à des contreparties. Maîtrise des flux migratoires, rétablissement des contrôles aux frontières par les pays africains, création d'administrations d'état civil, lutte contre la corruption. Le grand défi de ma génération, c'est de mettre fin aux migrations forcées. Il y a très peu d'Africains qui quittent l'Afrique de gaieté de cœur. Il y en a qui viennent organisés par des filières de passeurs pour aller chercher des aides sociales en Europe. Ma proposition permettra d'y mettre fin. Je souhaite que nous mettions fin à la misère et à la détresse des pays du Sud. 20 milliards d'euros chaque année, c'est le montant qu'attribue actuellement l'Union européenne à l'Afrique. Sauf que comme il n'existe aucune contrepartie, aucun contrôle, cet argent est détourné par des gouvernements corrompus. Organisons un grand sommet à Paris ou à Marseille, avec les Africains, les Européens, le Moyen-Orient, et engageons autour des 3 propositions que je fais un grand plan pour lutter contre l'immigration et permettre à chaque habitant de pouvoir rester dans le pays dans lequel il est né. Guillaume Pelletier, la PMA pour toutes les femmes, est-ce que vous voterez le texte? Non, et je vais vous dire pourquoi. Mais permettez-moi d'y consacrer un peu de temps parce que c'est un sujet sensible. Il y a 2 minutes. Et je considère que tout ce qui touche à l'intime Oui. doit être évoqué d'une main tremblante et avec beaucoup de respect. Je souhaite tout d'abord que nous sortions de la société de l'invective. J'en ai marre d'entendre sur les réseaux sociaux ou dans les émissions que tous ceux qui seraient pour la PMA seraient d'affreux progressistes et que tous ceux qui seraient contre la PMA pour toutes seraient d'affreux réactionnaires. Exactement. Si on pouvait entrer enfin sur ces questions-là dans la société du respect, respecter les positions de chacun et faire appel à la liberté de conscience. Moi, je respecte tout autant le désir d'enfant des femmes. Il est légitime. Et en même temps, je respecte ceux qui pensent, et c'est plutôt ma philosophie, que chaque enfant a droit à un père et une mère, ou au moins à l'idée d'un père et l'idée d'une mère. Ça me semble tout autant respectable. Ce qui m'inquiète dans ce texte... Et la loi est respectable. Ce qui m'inquiète dans ce texte, ça n'est pas une question morale. La droite doit cesser de prétendre dire qui l'on doit aimer, comment l'on doit mourir. On doit juste mettre des cadres et des règles. Quel est mon cadre sur cette question-là? Quelle est ma ligne rouge? Je récuse la marchandisation du corps. Je récuse qu'on puisse, dans le monde, considérer que le ventre d'une femme puisse être loué, parce que ce serait une fois de plus au détriment des femmes les plus fragiles, les plus faibles, les plus vulnérables. Or, vous savez bien que la PMA pour toutes peut conduire à la PMA pour tous au nom du principe légitime d'égalité. Au nom de quel principe, Jean-Jacques Bourdin? Qui porte l'enfant. Nous pourrions autoriser aujourd'hui, attendez, je finis juste, au nom de quel principe on pourrait autoriser aujourd'hui un droit supplémentaire pour des couples de femmes que demain on refuserait à des couples d'hommes? Qui porte l'enfant? La PMA pour toutes pourrait conduire à la PMA pour tous, c'est-à-dire à la Je vous GPA. pose simplement une question. Qui Oui. porte l'enfant?
La mère. La mère, oui. Bon. Dans la PMA pour toutes, pour les couples de lesbiennes, Oui. c'est l'une des deux femmes qui porte l'enfant. Oui, on est bien d'accord. Dans la PMA pour les hommes, à laquelle vous faites allusion, aucun père ne porte l'enfant. C'est la grande différence. Non mais vous avez raison. Ben oui. C'est l'un des c'est l'un des arguments. Mais j'en ai un autre. C'est un argument très fort. Mais j'en ai un autre très fort, qui est un argument qu'on appelle l'égalité des droits. En France, et c'est heureux, on ne peut pas donner un droit à une femme qu'on refuse à un homme ou un droit à un homme qu'on refuse à une femme. C'est bien légitime, mais votre argument est très respectable, il fera partie du débat, le mien aussi. Et comme il y a un doute fort, je préfère mettre en garde la société française et plus largement demander au président de la République, compte tenu de la fragmentation... De ne pas présenter ce projet de loi. Compte tenu de la fragmentation, de la division de la société française, de prendre le temps et de ne pas ouvrir un débat qui va davantage diviser nos compatriotes. Merci Guillaume Pelletier d'être venu nous voir ce matin, 8h54.